L'idée aujourd'hui est de parler de l'évolution de la psychiatrie vers une psychiatrie numérique. Tout d'abord, il faut donner deux définitions, princeps. Le biomarqueur digital, il s'agit d'un... Nous allons donner trois définitions de la psychiatrie numérique. Une première définition qui explique comment la psychiatrie utilise des outils connectés pour collecter des données et comment ces données sont organisées. Une deuxième définition qui explique pourquoi la psychiatrie, petit à petit et au fil de l'histoire, s'est mêlée aux différentes technologies. Et une troisième définition qui explique la psychiatrie, comment elle mêle des données qui sont chiffrées et qui sont incluses dans des algorithmes afin d'aboutir à des méthodologies que l'on nomme computationnelles. Première définition, pourquoi la psychiatrie mêle des données, comment elle le fait, et quels sont les outils, et comment elle organise toutes ces données. Alors, on va imaginer, pour vraiment raisonner dans le concret, qu'on est une grosse instance. Par exemple, une institution, par exemple une grosse entreprise. On veut placer 1 million dans la psychiatrie numérique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir un champ disciplinaire qui s'occupe des phénotypes digitaux et du recueil de données? Donc globalement, je vais voir des web designers ou de l'engineering d'applications mobiles et je vais leur demander de créer une application sur smartphone qui permette de recueillir des paramètres cliniques, donc un grand nombre de données, et je vais rentrer dans le monde du big data. Je vais avoir plein de données, et ensuite la question c'est qu'est-ce que je vais faire de toutes ces données? Et donc, je peux aller voir un autre champ disciplinaire qui, la distinction est vraiment artificielle, hein, mais qui va faire ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique, qui est la plus grande méthodologie d'intelligence artificielle, et qui là va classer tous les biomarqueurs digitaux. Donc en fait, qui va classer toutes les données. Donc en fait, entre ces deux champs, il y a quand même des différences de technologie, c'est pas la même chose, de théorie, de sémantique, qui n'ont pas le même langage, de concepts, des différences philosophiques. Donc même s'il est artificiel de distinguer phénotypes digitaux, apprentissage automatique, intelligence artificielle, eh bien, la distinction quand même doit être faite parce que sur le terrain c'est pas la même chose, les recherches vont pas être la même chose, et puis en clinique, le clinicien par exemple va avoir beaucoup plus facilement accès aux données via un smartphone, via une application dans les années à venir, qu'à l'apprentissage automatique sur lequel il n'aura pas directement la main. Alors on va discuter un petit peu des biomarqueurs digitaux en deux étapes. La première c'est de définir comment ces biomarqueurs digitaux sont recueillis, et la deuxième c'est pourquoi ils sont très utiles. Alors, on peut recueillir des biomarqueurs digitaux, c'est-à-dire des marqueurs de la physiologie ou des comportements par différentes manières. D'abord, à travers des smartphones ou tout objet connecté qui permettent de recueillir des paramètres physiologiques, la tension artérielle, qui est le reflet de certains états mentaux, la reconnaissance, par exemple, reconnaissance de la voix dans certains états dépressifs, des capteurs qui sont individuels, environnementaux, ou même le lexique utilisé par la personne qui est le témoin de ses sentiments à un certain temps donné. Alors, deuxième moyen, c'est l'Internet des choses. Donc ça, on parle d'Internet 2.0. C'est en fait que les objets connectés, génériques, donc de la vie quotidienne, par exemple une balance, une brosse à dents, un réfrigérateur, vont être caractérisés par trois nouveaux concepts, une instrumentation, une interconnexion et une intelligence. Instrumentés parce qu'ils collectent et ils intègrent les données en temps réel, ils sont interconnectés parce qu'ils partagent toutes ces données, et puis ils sont intelligents parce qu'ils peuvent enrichir ces données. On imagine un frigo qui nous indique combien de calories on en a retiré dans la journée. Et puis les smart cities qui petit à petit sont en train de se développer, comme par exemple à Boston ou en Hollande, où on peut recueillir la pollution, les stocks, le trafic, et petit à petit ces smart cities vont être mises en relation avec les données individuelles. Par exemple, on peut imaginer de l'Internet des choses et des smartphones. Alors, en effet, on a parlé des hardware, c'est-à-dire des objets qui permettent de recueillir les données, mais au fond, où on va aller chercher ces données? Eh bien, soit on va les chercher chez la personne elle-même, mais on peut aussi, et donc ça on utilise des applications mobiles, mais on peut aussi aller les chercher dans des réseaux sociaux. Tout cela rentre dans le grand cadre de l'Ecological Momentary Assessment, c'est-à-dire, ou intervention, c'est vraiment l'évaluation en vie quotidienne de la personne. Et maintenant, on va voir pourquoi ces biomarqueurs digitaux peuvent être pertinents. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons économiques. Ils coûtent moins cher que des méthodologies et des technologies qui sont beaucoup plus lourdes. Deuxièmement, parce qu'ils sont ubiquitaires. Ubiquitaires, ça veut dire qu'ils sont présents partout, en tout temps, en tout lieu. Ensuite, parce qu'ils sont globalement plus objectifs, même si tous ces paramètres sont très critiquables. Et puis, ils sont continus, c'est-à-dire qu'ils permettent d'avoir un recueil des données au fil de la journée de manière écologique.
Enfin, comme l'avait souligné Insel en 2018 dans Psychiatrie, ils permettent des résolutions différentes, c'est-à-dire une granularité différente pour étudier le symptôme. Alors je m'explique, si on veut étudier le bien-être général et global, on va prendre par exemple une seule variable pour le sommeil. Par contre, si on veut étudier le sommeil lui-même, on va prendre de multiples variables, difficulté à l'endormissement, somnolence diurne, etc. Donc vraiment, on va pouvoir jouer sur cette granularité. Bien sûr, dernier paramètre qui n'ont pas intrinsèque aux biomarqueurs digitaux, mais qui constituent une de leurs forces, c'est qu'ils peuvent être liés à des données d'imagerie, à des données de la génomique et plus généralement du panoramique, c'est-à-dire à l'ensemble des sciences en omique. Donc on voit que dans cette première définition, les biomarqueurs digitaux sont centraux. Nous allons donc aborder une deuxième définition de la psychiatrie dont l'histoire se mêle à la technologie. Dans la première moitié du XXe siècle, la psychiatrie se basait essentiellement sur l'épidémiologie. Dans la seconde moitié du XXe siècle, elle s'est basée principalement sur les neurosciences et la génétique, et finalement sur la biologie, pour extraire des corrélats et des substrats neuronaux aux maladies mentales. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on assiste à un essor de la psychiatrie numérique, la psychiatrie se basant sur une nouvelle technologie que nous allons détailler par la suite. Alors pourquoi le paradigme numérique s'impose-t-il aujourd'hui? Nous allons y répondre de trois manières. Une des premières manières est d'invoquer la technologie. En effet, la psychiatrie a pu se réfugier entre guillemets dans l'oasis de neurosciences. L'oasis de neurosciences est lorsque la psychiatrie ne connaît pas de corrélats neuronaux, elle va aller chercher dans le seul oasis technologique qui lui est accessible, c'est-à-dire l'imagerie et l'électrophysiologie. Autrement dit, parce que les méthodes de la fin du siècle dernier permettaient d'accéder au cerveau à travers l'IRM et l'EEG, eh bien la psychiatrie a construit des modèles autour de ça, ce qui a permis d'élaborer des théories et des concepts pour la psychiatrie qui ont ensuite été appliqués à la clinique. Alors, si on restreint un petit peu le champ, il est vrai que le paradigme numérique s'impose parce que les technologies numériques sont en plein essor, mais on pourrait aussi supposer que cet essor de la psychiatrie numérique est nécessaire parce que dans la clinique, eh bien, il y a de nombreuses limites, notamment le recueil quantitatif est limité en 30 minutes, et puis qualitativement, il n'est pas écologique, il ne correspond pas à la réalité quotidienne du patient. Il y a donc une limitation des observations, mais on pourrait en dire de même des interventions. Et puis, si on élargit encore le champ des limites de la psychiatrie actuelle, au-delà des technologies qui sont restreintes, au-delà de la clinique qui est très fragile, eh bien on pourrait dire que globalement, dans différents champs, en clinique, en recherche et en épidémiologie, il y a de nombreux écueils au développement de la psychiatrie. D'abord, on manque de mesures objectives, on manque de prédiction, on manque de diagnostic de précision. Et donc ça, ça se décline à chaque fois en clinique, en recherche, en épidémiologie. Le jugement clinique est très subjectif, les interventions ne sont pas préemptives et il n'y a pas de biomarqueurs pour les traitements. Dans la recherche, les mesures restent subjectives, il n'y a pas de stratification du risque et il y a beaucoup d'hétérogénéité. En épidémiologie, il en est de même, les mesures sont retardées, on est réactif, non proactif et le ciblage reste mauvais et populationnel. Donc voilà, on peut vraiment dire que l'histoire explique en partie pourquoi la psychiatrie cherche à se réfugier dans un nouvel oasis, l'oasis du numérique. Alors nous pouvons expliquer la psychiatrie numérique d'une autre manière, puisque c'est une psychiatrie qui recueille un ensemble de données et qui les implémente, donc c'est-à-dire qui les intègre à des algorithmes. Alors, cette psychiatrie qui utilise des données chiffrées. D'abord, il faut expliquer ce que c'est une psychiatrie numérique ou une psychiatrie digitale. Mais en fait, numérique, c'est ce qui se présente sous forme de nombres, littéralement, et puis par extension, ce sont tout ce qui est traité par le monde informatique, les systèmes électroniques. Donc une psychiatrie numérique serait définie par ce qui est traité par un système électronique, ou en tout cas informatique. Et puis, en fait, lorsqu'on parle de psychiatrie numérique, au fond, on renvoie la psychiatrie à une opposition ancestrale entre les chiffres et les lettres. Donc dans les disciplines, les traditions, les objets d'études, ils peuvent être représentés soit par des mots, soit par des mathématisations, donc des chiffres qui sont mathématisations qui sont globales ou locales, c'est-à-dire qui expliquent l'ensemble de l'objet ou une partie de l'objet. Donc en gros, soit on explique une partie d'une maladie mentale comme la dépression par des chiffres, par exemple des chiffres quantitatifs de dopamine, soit on explique l'intégralité du trouble
par des chiffres, et dans ce cas-là, on réduit, on effectue une réduction de ce trouble à un modèle, par exemple mathématique. En effet, dans cette distinction entre chiffres et lettres, eh bien, on peut penser à Pascal qui parlait de l'esprit de finesse à l'esprit de géométrie, une citation qui est régulièrement citée par le professeur Bruno Falissard, et on peut y retrouver là le débat philosophique entre comprendre et expliquer. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de typologie binaire et manichéenne, mais un continuum entre lettres et chiffres comme on l'a. Alors expliquons un peu plus en détail qu'est-ce que sont les données de la psychiatrie numérique et qu'est-ce que c'est des algorithmes. Alors, au tout départ, il y a des mesures émotionnelles, comportementales et cognitives qui sont faites par exemple, un smartphone. Ce sont des données brutes qui sont indépendantes de toute théorie. Alors ça, c'est qu'on a du bon grain. Qu'est-ce qu'on fait de ce bon grain? On le met dans le moulin. Là, on va mettre dans un algorithme. Alors, tout cela, tout ce qu'on met dedans, c'est des biomarqueurs digitaux. On va expliquer un peu ce que c'est. Globalement, à gauche de ce schéma, qu'on voit mal, eh bien, il y a tout le recueil des paramètres. Par exemple, une intonation de voix qui est un peu lente comme ça, eh bien, ça peut être le biomarqueur d'une maladie mentale, par exemple la dépression. Eh bien, on voit que ces biomarqueurs, ils sont parfaitement corrélés à des mesures neuropsychologiques ou des mesures psychométriques qui prouvent que la personne a une dépression. Donc en fait, ce que repère la machine, c'est ce qu'aurait pu repérer en consultation un psychiatre ou un neuropsychologue. Et puis, lorsqu'on construit un phénotype digital, c'est-à-dire on prend tous ces biomarqueurs, eh bien, on rentre dans le champ de la psychiatrie computationnelle. Donc on assemble, on rassemble, on essaie de mêler, de trouver les meilleures équations pour être prédictif ou mieux traité. Voilà. Au fond, ces trois niveaux, on pourrait les remplacer par les trois niveaux décrits par Marr, David Marr était un scientifique qui a énormément réfléchi sur la psychiatrie computationnelle et les neurosciences computationnelles, et il dit on a une implémentation, on a un algorithme, on a de la computation. L'implémentation, c'est qu'est-ce qui se passe en pratique, qu'est-ce que c'est ce grain qu'on rentre dans les données, ensuite qu'est-ce que c'est les règles qui permettent d'ordonner ce grain, donc le quoi, et puis pourquoi, quel est le problème, comment on va essayer de le résoudre. Donc on a les trois niveaux de Marr qu'on retrouve avec cette image du grain, du moulin, et puis de la construction de phénotypes, qu'on retrouve également à gauche avec les données brutes, les biomarqueurs et les phénotypes digitaux. Nous allons donner trois définitions de la psychiatrie numérique. D'abord, une première définition qui explique pourquoi la psychiatrie se mêle petit à petit à la technologie au fil du temps. Deuxièmement, une définition qui explique pourquoi la psychiatrie est finalement faite de données qui sont chiffrées et qui peuvent être implémentées dans des algorithmes. Et puis une troisième définition qui explique le lien entre les outils connectés qui fournissent de grandes quantités de données et les méthodes d'organisation des données qu'on appelle méthodes computationnelles.